Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse comptoir. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui par Pop et Réa. Bonsoir les gars. Salut. Bonsoir, bonsoir. Alors, plusieurs choses déjà, ça va forcément s'entendre, mais je suis très enrhumé en ce moment, donc pardonnez-moi. Et on va en parler évidemment, mais au moment où nous tournons, la série, enfin le second tour a déjà commencé entre les Wolves et les Nuggets. Le Game 1 s'est joué, le Game 2 est ce soir, puisque voilà, on est lundi 6. Mais voilà, c'est le problème des playoffs, comme souvent, avec des séries qui finissent plus tard que d'autres et d'autres qui commencent avant. Donc tous les ans, on a le même problème. Et comme on décide de pas faire série par série parce que c'est un peu trop chronophage et un peu compliqué pour nous, la preuve Doc n'est pas là ce soir. Voilà, on a décidé de laisser passer au moins ce match-là et c'est rien. Euh, D'un autre côté, ça veut dire que tous les ans, tu as au moins une série intéressante qui va enfin une série qui est un peu intéressante à aller au match. oui, 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 Pour voir ça comme ça. et puis je crois l'année dernière on avait fait ça et puis j'avais dit aussi que au moins bah, on a déjà du contenu. Nuggets Wolves, on a déjà un match dont on pourra parler. On est un peu moins dans l'hypothétique en tout cas que quand on fait des previews totales. Euh, Comme pour le premier tour, je vous propose de commencer par la série qui va être, je pense, la moins intéressante des quatre. Bon, contrairement au premier tour où il y a pas vraiment de série cadeau, mais Boston contre Cleveland, qui je pense voilà, sera la série la moins intéressante. Du coup, plusieurs notes, voilà, Boston est passé en 5 contre un hit fort diminué. Ils se sont fait peur sur un match, c'est le game 2 je crois, où voilà, Miami nous a sorti la spéciale 50% à 3 points, complètement injouable. Et voilà, Boston a bien verrouillé, on a quand même bien senti qu'ils avaient qu'une envie, c'était de leur foutre une grosse branlée au 8. Et de l'autre côté, les Cavs qui ont trimé en 7 matchs, ça s'est fini hier soir, hein, ou avant-hier soir, j'ai déjà oublié. Mais voilà, jusqu'au septième match contre une équipe d'Orlando intéressante, mais une série bizarre avec beaucoup de blowout. Donc voilà, les Cavs qui mènent 2-0 rapidement, qui prennent deux grosses branlées à Orlando. Victoire au Game 5 dans la douleur. Encore un Game 6 désastreux alors que Mitchell met 50 points. Et à Game 7 qui a failli être une catastrophe totale puisque les Cavs étaient à moins 20 en première mi-temps. En tout cas au début du match, ils ont fini à moins 10 à la mi-temps. Et je pense qu'il y a une petite différence d'expérience quand même à ce niveau-là où Isaac Okoro a fait une superbe défense sur Banchero dans la seconde mi-temps et Donovan Mitchell a commencé à rentrer ses shoots. Franz Wagner Ouais, complètement mais absent aussi. Enfin voilà. je veux pas avoir l'impression de tirer sur l'ambulance, mais bizarrement, Mitchell, c'est comme au jazz. T'as l'impression qu'il n'y a rien autour, qu'il est obligé de mettre 50 points pour que l'équipe elle passe. Parce que le problème, c'est pour lui. Je pense que non, parce qu'en vrai, quand tu regardes un peu la physionomie de la série, bon déjà Jarrett Allen loupe les trois derniers matchs, on ne sait pas s'il va jouer à Boston. Et en fait, le truc avec Orlando, c'est que c'est la même chose que les Knicks l'an dernier. En fait, c'est une équipe qui est très physique, qui bouscule beaucoup dans la raquette, et c'est ce qui avait complètement explosé les Cavs l'an dernier. Et je pense que Jamal Mosley, ça a été un peu son plan de jeu, très agressif sur les boards, souvent une paire de bigs sur le terrain, que ce soit Carter Banchero qui ont beaucoup joué, ou même Isaac qui a beaucoup tourné. Voilà, on voulait des mecs un peu plus offensifs, un peu plus impactants sur les boards. Et en fait, ils sont rentrés dedans, ils nous sont rentrés dedans tout simplement. Et à partir du moment où Jarrett Allen a loupé les trois derniers matchs, ben, c'était encore plus criant. En vrai, le Game 7, franchement, j'avoue, j'ai pas regardé toute la série parce que j'étais complètement dégoûté de la tournure des matchs. Mais le Game 7, bon, je me suis infligé quand même le Game 7. Et le nombre de rebonds offensifs en fait que le Rolando a pris, j'ai presque envie de dire que c'est presque criminel qu'ils aient pas gagné ce match parce que franchement, ils ont été meilleurs pendant les trois quarts du match quoi. Après c'est toujours le même truc. Jouer pour ne pas perdre est différent de jouer pour gagner, surtout quand tu manques d'expérience. Après, Mais après, voilà. je pense que c'est Je, un effectif limité aussi Orlando. Hein. Offensivement, c'est quand même assez dégueulasse. oui, Voilà quoi. mais après, voilà. Qu'on soit bien d'accord. Évidemment que mon avis allait plus loin que Mitchell. Mitchell, il est nul, le reste de l'équipe de Oui. Cleveland est bon. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu exprimes. Mais je trouve qu'il passe un petit peu trop entre les gouttes à chaque fois.
À Utah, c'est parce que les gens autour étaient nuls. Là, oui, soit ils sont nuls, soit ils sont blessés. Ça va bien 2 minutes. Donc c'est pour Ouais, ça que je je vois. tenais à le relever. Et Mais maintenant, voilà, moi, surtout, je veux pas fâcher les fans d'Orlando. Même si, voilà, il manque encore du talent, il faut en rajouter, il manque d'expérience aussi. C'est un très, très bel, moi, je pense à un 4-2, poussé au match 7, même avoir eu des chances de gagner ce match 7, ouais, c'est ouais. très, très bien. Et côté Boston, a priori, alors c'était sorti il y a quelques jours, mais Porzingis a priori devrait manquer toute la série. Euh, si jamais ça pousse en 6 ou en 7, ce que je ne crois pas, je pense que c'est possible qu'il revienne avant. Mais voilà, en tout cas, il y a une composante quand même qui est que Porzingis ne devrait pas jouer. Pop, ton avis sur la série, et puis même si tu veux élaborer un peu sur ce que tu as pensé des premiers tours aussi, voilà. Ouais, pour revenir un peu comme vous sur ce qui a été dit. Bon, sur le cas Mitchell, je vais pas m'étendre. Moi, je suis très dubitatif lorsqu'on, lorsqu'on fustige le leader qui permet de s'en sortir quand une équipe n'est pas bonne. D'autant plus que ces Cavs sont, je pense, unanimement, et bah, tu peux nous le dire, assez mal construits en fait. Enfin, Ouais, l'idée, c'est que tes deux ball handlers, peut-être tes deux meilleurs joueurs, Garland et Mitchell, bon, c'est discutable, hein, Mobley, Jarrett Allen, peut-être que c'est des numéros 2 plus cohérents. Enfin, tout de même, lorsque l'un des deux n'a pas la balle, il en perd fortement de son utilité, bien qu'il soit deux très bons shooters. mm, Mais quand tu es un joueur undersized, d'autant plus que Garland ne va pas au cercle. ouais, Enfin, il va mal et il va peu de toute façon. Donc, tu es quand même assez limité en termes d'utilisation. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est un roster compliqué à manier. Orlando a fait ce qu'on pouvait attendre d'Orlando défensivement, sur le plan de jeu, sur l'idée qui est un peu développée en NBA récemment de, du corner crash boards où maintenant tous les joueurs dans les corners ouais, font ça corps perdu vers le rebond, ce qui ne se faisait pas du tout, ou pas ouais. du tout majoritairement tout de même avant. Et j'ai l'impression que ça commence à devenir une tendance en NBA. C'est C'est une tendance pour les longs depuis des rebonds années et en tout. France. Ouais. Depuis Ouais. des années en France au niveau nationaux inférieur à la pro en N2, N3, c'est acquis. Euh, Comme d'habitude, dans les antichambres, ça va un peu plus vite parce qu'en pro, il y a beaucoup plus de choses à perdre. Mm. Mais enfin, tout de même, j'ai l'impression qu'en NBA, ça commence à être la norme. Et Orlando est quand même un peu en avance là-dessus parce qu'elle a le personnel de le faire. Donc sur cette série, voilà, je pense que c'est plus ou moins d'ailleurs ce que j'en avais dit. Et évidemment, Boston me semble infiniment supérieur, euh, bien qu'un, comment dire, une alerte sur la santé de Porzingis puisse être préjudiciable. Euh, il est vrai, vu que Après, ils ont papier Alfonso, hein. C'est plus le grand à leur forme, mais c'est ouais, c'est censé certain. suffire. Oui, non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu es déjà une équipe un peu ledge dessous au niveau des rotations. Euh, bon, qu'en est-il d'une équipe qui joue grand en face, Ouais. potentiellement grand avec Mobley et Allen? Ouais, en fait, c'est C'est plutôt par rapport à ça, c'est la confrontation. Si Allen revient, si les deux jouent, voilà, ça peut être c'est un peu le seul point d'attaque possible pour les Cavs dans la série, je trouve. après, de toute façon, je comptais revenir là-dessus. Même si, voilà, c'est pas, je suis d'accord, ça va manquer de rotation, mais ils ont quand même une option solide derrière. C'est juste pour revenir sur Mitchell. Alors, certes, je l'ai défoncé un peu gaiement, mais quand je compare à ce qu'a pris Brunson après sa mauvaise entrée en matière sur la série du tour précédent pour des Knicks et Mitchell qui passe complètement entre les gouttes, c'est ça aussi que je voulais relever. Pourquoi il y en a un, on le défonce tout de suite, et l'autre, il y a toujours une excuse. Personne ne l'a Après, il a le droit détecté, d'être mauvais, Bronson. Je trouve que et c'est peut-être aussi parce que je lis pas les mêmes personnes, je lis pas les mêmes trucs. J'ai eu l'impression qu'il y en a un qui se faisait défoncer, pas l'autre. C'est peut-être ça aussi. Voilà, je voulais juste préciser ça, hein. Ouais, moi je pense que je suis le seul à avoir justement un peu taclé les deux premiers matchs immondes ouais, de Bronson. Et T'es pas le c'est seul. simplement T'es parce que clairement pas le j'avais seul, mais oui. voilà, c'est parce que j'ai détesté ce narratif de fin de saison avec Bronson first team, que ça soit devant Yanis ou devant Tatum, ça m'a beaucoup agacé. Euh, mais bon, j'aime bien Bronson au demeurant. Toujours est-il que Mitchell,
j'ai pas l'impression qu'il bénéficie non plus de, comment dire, d'une largesse dans les critiques que l'on lui fait. Au contraire, j'ai l'impression qu'il est rarement, et on l'a déjà dit ici Ouais. maintes et maintes fois, qu'il est rarement reconnu à sa juste valeur de superstar NBA fringe top 10, on va dire. Ouais. C'est Écoutez, ouais, c'est sur ce point-là que je suis pas tout à fait d'accord, mais oui. écoutez, de toute façon, Après, globalement, j'ai pas les mêmes lectures que vous non plus, donc c'est peut-être pour ça aussi. écoutez, C'était pas, je cherchais pas à taunter ou. de toute façon, on pourra peut-être en reparler à un autre moment. Les Cavs vont avoir des questions, des problèmes cet été au niveau du roster et pas à l'abri de voir Mitchell être trade. Donc, construction d'effectifs, valeur de Donovan Mitchell, on pourrait en reparler plus tard. Euh, tout le monde, enfin, tout le monde voit Boston passer, j'imagine. Est-ce que vous êtes sur 4 5 matchs, pas plus? Euh, alors, oui, je me Boston passer, mais je ne saurais pas te dire combien de matchs parce que le match gagné par le Heat, alors certes, avec une réussite de l'espace, hein, comme souvent dans ce genre de match 8, mais j'ai trouvé que Boston perdait assez vite le fil sur ce genre de match où ça va pas tout à fait dans le sens qu'ils veulent et ça se retrouve, vas-y, ISO Tatum, ISO Brown, et on sort plus de ça. Et ça, faut faire gaffe pour moi. Alors, je pense pas que ça posera de problème contre Cleveland, sauf un papy Horford vraiment diminué, euh, Porzingis qui reviendrait pas du tout, et Allen qui sera à 100% dès le premier match. Je pense pas que ça posera de problème à ce tour-là, mais c'est quelque chose faut qu'ils y travaillent. Pour moi, c'est déjà ça qui les a eu l'an dernier contre Miami. Ok, pas. Ouais, Ouais, vas-y. bah moi ouais, en fait, j'ai également cette impression, plus ou moins comme le disait Réa, que parfois Boston a vraiment la capacité de sortir des matchs je pense que c'est l'équipe qui sort les matchs parfois le plus à des années-lumière de ce qu'ils peuvent proposer. Ouais. Impression qui n'est pas vraiment backup, disons, par les stats, j'ai l'impression, pourtant. Mais c'est parce qu'ils Mais tout sortent, de même, ils jouent tellement à 3 points que quand ils sortent des fois des matchs dégueulasses, ça fait peur. ouais, exact, sur C'est des ça en équipes fait. un peu capables en protection de cercle, le niveau de rim pressure que moi, je value énormément comme qualité NBA est très faible. Si bien que ça ne va sans doute pas leur porter préjudice ici, mais que ça peut être un problème réel dans les tours qui vont suivre, si tant est que certains tours suivent. Je le pense, a priori c'est assez évident, mais voilà. Ouais, bah, c'est même avis ici, hein, je pense de toute façon que voilà, Boston est trop fort pour se rétamer, je pense à ce niveau-là, et il y a quand même des bonnes armes, hein, ils ont un duo de guards en défense quand même qui va être très casse-couille, et je pense que Cleveland de toute façon n'est pas capable de suivre le rythme offensif sur cette match, enfin voilà, c'est illusoire. Euh, je pense que ça va, je pense même pas que ça aille plus qu'en 5. Bon, Doc s'était planté parce qu'il nous croyait qu'on avait un Celtics Knicks, mais je doute pas que son analyse. Et après, il avait dit ça changera rien. Ouais, voilà. Je doute pas que son analyse soit la même que la nôtre. Mais du coup, on peut parler de la deuxième série de l'Est, Knicks Pacers. Euh, voilà, les Knicks qui avaient un premier tour quand même un peu plus compliqué, hein, clairement, puisqu'ils ils sortent les Sixers en 6 avec un Brunson qui a eu un peu de mal au début, mais qui a fini quand même sur des très 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 gros matchs. Josh Hart qui a été ultra important. De manière générale, les roleplayers qui ont Ouais. fait plutôt le taf. Et Ils ont fait plutôt le taf d'un autre côté. Ils ont eu un petit peu les mains qui tremblent. New York aurait pu finir en 5. oui, oui, c'est un peu ça, Il y a eu quelques lancers francs ratés dans le Money Time. voilà, c'est un match 5 qui leur a clairement filé entre les doigts. Maintenant, voilà, ils ont battu 2 joueurs et demi en face côté Sixers. Et pour les Pacers, ben c'est moi j'avais déjà dit Pacers parce que à la base au premier tour contre Milwaukee parce que Giannis ne jouait pas, mais bon là c'est parti tellement en sucette pour Milwaukee que même Lillard a loupé les 2 derniers matchs. Donc c'est passé en 6, franchement sans trop de difficultés malgré les 6 matchs en vrai. Même s'il y a eu 6 matchs, franchement c'était pas très 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 compliqué je trouve
pour Indiana. Et ouais, voilà, il y a quand même un gros concours de circonstances quand même dans cette série. Une opposition si intéressante, hein, du coup, Knicks Pacers avec Indiana qui est quand même tendance à jouer, bah voilà, on le sait très vite, beaucoup moins défensif. Et de l'autre côté, voilà, les Knicks qui jouent le Knicks basketball, on va dire, c'est très très physique, très dense, ça lâche rien. Euh, j'ai l'impression quand même que, bah, c'est pas l'impression, enfin, j'ai trouvé Tyrese pas bon sur le premier tour, Tyrese Haliburton. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de la série qui arrive parce que même si Brunson est un match-up avantageux, on peut pas dire qu'il avait un match-up difficile non plus défensivement, je trouve, contre les Sixers. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais si Haliburton joue au même niveau que le premier tour, je vois pas trop Indiana s'en sortir personnellement. Euh, ouais, je t'avoue que même s'il l'améliore par rapport au premier tour, ce qui est pas trop difficile, c'est comme si c'était manger un rookie wall d'un seul coup. Après, il avait Lillard à sculpter, ce qui est pas non plus le mec le plus simple au monde à défendre. Enfin, bref. Mais ouais, pour moi, même avec un Haliburton à son niveau de la saison, je vois les Knicks plus forts. Alors certes, sur un ou deux matchs, le all attack des Pacers peut passer et craquer la défense des Knicks, mais comme tu le dis, les Knicks sont très physiques, elles défendent, c'est leur vie. De toute façon, s'ils défendent pas, ils sont pas sur le terrain. Hein, on connaît tous Thibodeau. Donc, et c'est quand même pas des manchots en attaque non plus. Donc, je pense que, ouais, à l'arrivée, ça va prendre le dessus sur l'écart de niveau des rosters, on va dire. Et Euh, l'avantage de terrain aussi. Moi, pour un peu revenir, avant de donner mon ressenti, pour revenir sur les impressions que j'ai eues des équipes. D'abord, Indiana, c'est la seule série, Indiana-Milwaukee, dont j'ai vu tous les matchs. Ok. Ah Et putain, t'as pas de c'est chance, la... mon pauvre. Exactement. Mais Immonde. hein, j'ai rarement vu un niveau de basket aussi faible. Pourtant, il y avait Cleveland Orlando, hein. Mais Cleveland-Orlando était un peu... Cleveland disons qu'il y avait de Orlando, la moi, il y en avait qualité. de la défense. Ouais, il y avait... c'était pas génial, mais il y avait c'était pas génial en défense. Mais enfin, c'était pas mal, au moins. C'était qualitatif. Milwaukee Pacers, c'était parfois ridicule. Et Ouais. souvenir d'un match, sans doute le 2, où Lillard est incandescent en première mi-temps. Il met un point Euh, après. ouais, et pas très bon ensuite, mais bon, très très esselé. Où Portis est ridicule aussi. Enfin, et où tu te dis, mais comment est-ce que cette équipe d'Indiana, avec un Lillard totalement esselé, et qui en deuxième mi-temps ne met plus un panier, bon, en deuxième mi-temps ils prennent le large, ils sont à plus 5 à la mi-temps, je crois qu'ils finissent à 15 ou 20. Ouais. Mais comment cette équipe ne gagne pas de 50 points? Ouais. Puisque ce qui est proposé par les Bucks est terrible. Et en fait, je pense que cette équipe d'Indiana, c'est la plus faible qu'il reste, et c'est même la plus faible par une marge immense. Parce que, à contrario, cette équipe de New York, que historiquement, je n'aime pas trop, il y a quelques joueurs avec lesquels je suis pas très familier, en fait. Je suis pas très fan de Bronson, notamment. Bon, voilà. Je me suis surpris à plutôt bien aimer, à être plutôt derrière eux contre Philadelphie, notamment. Bon, parce qu'il y a des joueurs pour qui j'ai un ressentiment encore davantage aigu, on va dire. Ah oui, Enfin, tout de une même. haine viscérale, on a compris. Ouais, pas, Ah, pas et loin après, pour pas le loin du plaisir de truc. faire chier Doc aussi. Un peu également. Et puis voilà, j'en veux un peu à Daryl Morey. J'ai l'impression que c'est mon argent qu'il a pas donné. Euh, enfin, bref. Toujours est-il que en fait, j'ai trouvé cette équipe plutôt cohérente. Et surtout dans un registre qui peut faire mal à d'autres. C'est-à-dire que c'est une équipe plutôt originale dans l'impact physique, qui ressemble un peu à ce qu'on a dit d'Orlando, avec une dose de talent bien supérieure et une dose de shooting surtout bien supérieure, et qui, je pense, va étrier Indiana. C'est l'un des rares sweeps ou quasiment qui semble envisageable sur ce second tour, à mon sens. Bah, ouais, le truc c'est que la manière avec laquelle tu peux stopper les Knicks, bon bah le jeu passe tellement par Bronson que voilà, hein, il a pris un nombre de shoots incalculable, mais en fait Indiana est tellement pas l'équipe pour les stopper, enfin c'est pas l'équipe défensive qui va, c'est pas l'équipe défensive donc ils vont clairement pas renverser la situation. Moi
je commence à me demander. Je sais qu'à Liberton, bon, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup défendu sur le fait qu'il jouait un peu blessé et tout, etc. Et il y a une part de vrai. Mais la question va quand même se poser un moment de est-ce que son début de saison, ou c'est quoi, ses 20 premiers matchs, je crois à peu près, est-ce que ça commence à devenir plus l'exception plutôt que son vrai niveau de jeu? Est-ce que c'est ça l'outlier? Et est-ce qu'il y a un entre-deux en fait à tout ça? Parce que bon, enfin on se souvient, voilà, au début d'année, il était mais injouable. Il tournait en 28-10 avec des pour 50, 40, 90. Bon, ça tient pas. C'est sûr, ça va débattre sur la durée, mais ça a quand même beaucoup chuté. Et je veux bien que voilà, il y a des pépins physiques, ça peut traîner un peu. Mais quand je vois sa série, et quand je me dis que Milwaukee n'est pas une équipe franchement très défensive sur les extérieurs, je commence à me demander quand même quel est son niveau réel. Et si Indiana plafonne pas un peu avec Ali Burton en franchise player. Je commence à me demander si c'est un vrai numéro un en fait. Après, c'est ses premiers playoffs de mémoire. Donc, Ouais, mais tu sais, c'est un peu la continuité de la fin de la oui, saison. oui, la fin de saison, je suis La fin de d'accord. saison Bah, et, après, et je veux dire, euh, les blessures, les blessures, les blessures. Alors oui, 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 mais au bout d'un moment, faut que tu joues un peu au niveau que tu nous as montré, quoi. Et enfin, il était pas bah, bon du tout. ouais, mais après, c'est le problème des Pacers. Ils pouvaient pas se permettre de dire, vas-y, on te met au frais de 10 matchs que le temps que tu te requins complètement. C'est pas Boston là-dessus. Boston pouvait se permettre de dire, vas-y Statham, par 10 matchs, c'est pas grave, tu vas revenir au Je, frais. je veux pas m'avancer, mais à mon avis, c'est pas lui, c'est pas Indiana, c'est lui surtout qui voulait être All-NBA. À mon avis, c'est lui qui voulait. Peut-être aussi, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il voulait remplir les quotas, hein, surtout, hein. Et il a dit Aussi, qu'il mais détestait ça, hein. et de toute manière, est-ce que l'équipe aurait pas été trop courte sans sa présence? Pour moi, son niveau est supérieur à ce qu'il montre ces derniers temps, sans pour autant que son niveau réel soit celui du début de saison. Pour moi, déjà le niveau qu'il montrait en fin de saison l'an dernier, c'était très bien. Ouais, je pense qu'il est un peu cassé de partout, c'est la première fois qu'il est en playoff. C'est une conjonction de trucs. Ce serait ses deuxième playoff, c'est la deuxième fois qu'il fait le coup. Là, je serais d'accord avec toi en disant est-ce qu'il n'y a pas un problème avec lui? Là, je suis plus wait and see l'an prochain. Ouais, parce qu'Indiana est commit, hein, et pour le coup, on avait parlé de Siakam, mais je pense qu'ils peuvent quand même bien remercier Pascal Siakam sur ce premier tour parce qu'il sort quand même de très beaux matchs, hein, dans l'ensemble. Euh, En même temps, il est recruté pour ça. ouais, ouais, il a un peu galéré sur la fin, je crois, mais il sort des beaux matchs au début. Je sais pas, ce qui est surprenant, voilà, Doc pense que les Pacers passent. Je sais pas si parce s'il a le seum que ce soit les Knicks qui aient battu les Sixers. Parce que vraiment, je Tout suis. ce que c'est le seum, mais Parce que, ouais, non, mais en fait, apparemment, il voit un peu. De ce qu'on sait dire, il voit les Knicks un peu sur les rotules. Euh, voilà, j'avoue que moi, je vois pas les Knicks perdre plus d'un match, honnêtement. Je pense que 5 maximum. bah, je Moi, je trouve vois. qu'ils matchent trop bien, en Je, fait. Ils matchent trop bien je contre les les vois, Pacers. je les vois perdre le Game 3 et le Game 5. Je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça. Ok. Mais oui, je les vois se qualifier. Et c'est encore une fois parce que match 5, Indiana va jouer sa vie, il va sortir le match de sa vie pour se faire se défoncer au match suivant. Ok. Bon, dans tous les cas, Boston Knicks, je pense que c'est un peu pour nous trois la finale de conf. Mais Ouais, ouais, a priori. Ouais, bah, j'en doutais pas vraiment. Bon, voilà, on va faire un peu de l'autre côté. Boston Knicks, si ça se fait, on aura de quoi parler par la suite. OKC contre. Non, pardon. Oui, je veux faire d'abord OKC contre Dallas. OKC qui ça sweep les Pels. J'ai eu peur un peu après le Game 1 quand même, que j'ai trouvé vraiment très serré et je me suis dit que les Pels allaient le prendre ce Game 1 quand même. Je crois si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils dominent une partie du match quand même. Ou je sais plus. Mais c'était très très serré et ça m'a fait un peu peur. Bon, ils ont déroulé assez facilement par la suite. ouais, Shea Jalen, Chet, très bon.
ça sentait beaucoup l'équipe de gamins qui a les jambes qui fréjolent un peu devant l'événement, qui met un peu de temps pour se mettre à la hauteur du truc. Ouais, c'est le premier match, voilà. Mais bon, je me suis dit, on sait Parce que jamais. Guidi, premier playoff, chez les playoffs, ça fait tellement longtemps qu'il les a pas vus que autant dire qu'il les a pas vus. Euh, C'est ses troisième Chet, il playoffs, les a hein. pas vus non plus. C'est C'est le trois, troisième eh pour oui, moi, c'est les deuxièmes, tu vois. c'est déjà les troisièmes, il les a fait avec les Clippers. Enfin, ça fait tellement longtemps qu'il les a pas fait. Mais, 2 ans? C'était quoi? Ça fait pas déjà au moins 3 ans, Ah, non? peut-être 3 plus. Oui, c'est plus. Non, pardon, c'est plus vieux que ça. Mais bon, voilà, en face, les Pels, Ingram absolument catastrophique, ça a torpillé, a torpillé la série. Et pour les Mavs, c'est passé en 6 contre les Clippers qui, drink, problème blessure. Kawhi a joué Oh, comme c'est étonnant. 2 matchs en étant clairement pas à 100% du tout. Et derrière, c'était fini, hein. Harden, très bon, on va le noter quand même. Franchement, Harden, très bon sur la série. Je crois il se chie dessus un match, je crois c'est le 5 je crois, où il fait un match catastrophique. Mais bon, fallait bien qu'il en rate un de toute façon. Mais Et puis, de toute façon, même le reste de l'équipe, je crois que sur ce match-là, elle est pas folle, très hein. bon. Non, mais ils se font étrier. De toute façon, l'équipe. À un moment, faut être plusieurs pour jouer, quoi. Mais bon, voilà, Et comme on dit, hein, le tango, ça se danse à deux, hein. Là, c'est pareil. l'équipe était pas au niveau, voilà, pour ces playoffs. Et Luka était bon, même si il traîne des petits pépins physiques, hein, on le voit et ça sort souvent dans les reports. Il traîne quand même quelques petits trucs. Et je pense même qu'en vrai, Kyrie est le meilleur joueur de la série, honnêtement. Mais voilà, le duo Kyrie-Luka a clairement carry la série. Je sais pas si t'as vu un peu ça, Pop, cette série. Moi, je trouvais que le niveau était pas si incroyable que ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je suis pas très optimiste en vrai pour les Mavs face à OKC. Non, le niveau basket n'était pas formidable, mais j'ai regardé la majorité parce que c'est deux équipes que j'apprécie bien, qui a Harden, qui a Kyrie Irving, bon bref, qui a des joueurs attachants, on va dire. Et ouais, je pense que la C'est le mot que bascule a j'aurais été. utilisé. Pardon? Si, c'est pas le mot que j'aurais utilisé pour les deux. Bah, Mais moi je oui, trouve. c'est très bon joueur, ça y a pas de souci. C'est juste, j'aurais pas dit attachant. Ouais, bon, ça c'est voilà, c'est personnel, on va dire. Mais je pense que la Chic. bascule, ça a été l'utilisation de Gafford défensivement pour lui permettre de rester sur le terrain. J'en parlais, je sais plus où et je sais plus avec qui, mais sans doute sur les canaux du forum. Bref, je t'en parlais du fait que quand tu enlèves le partenaire privilégié de pick and roll à Doncic, ton attaque est quand même beaucoup moins efficace et que j'ai l'impression que une fois qu'il a arrêté de se faire bully complètement par Zubac, incroyable, bon, tout de même, euh, l'attaque des Mavs a été plus forte. Et également, quand Zubac est moins utile sur le terrain, bah, Harden, qui était le meilleur Clipper sur le terrain, devient également moins fort. C'est un peu comme Doncic finalement. Donc, en fait, il y avait un peu ce bras de fer-là, en fait, entre les deux duos. Et bon, l'un est clairement plus fort que l'autre. Donc, voilà, cette équipe des Clippers, finalement, elle a beaucoup de problèmes structurels. Et cette équipe de Dallas, si elle en a également, notamment sur la rim pressure, on a vu qu'il y a eu des solutions qui sont trouvées. Donc c'est un peu technique pour détailler ici, mais dans l'utilisation de l'attaque des espaces, disons, dans le fait que oui, ça manque de spacing à 3 points, mais bon, il y a quand même un spacing vertical intéressant. Et sur les écrans, je pense que Doncic est capable de trouver les deux, et on l'a vu en tout cas. Donc moi, cette équipe de Dallas, elle me hype bien. J'ai pas du tout ou très peu regardé en revanche OKC Pels, qui m'intéressait pas du tout. Donc, Hmm. j'ai vu les résumés, j'ai vu ce qu'il en a été dit. J'aurais du mal à avoir un avis précis sur cette série, d'autant plus qu'ils ont étrié les Pels, donc disons que j'avais pas vraiment d'intérêt à regarder ce qui s'en passait. Mais voilà, moi je suis plutôt pro Dallas, en tout cas, sur ce que j'ai vu et sur un peu aussi. Là, j'avoue qu'il y a un peu de volonté personnelle. Je j'ai peur que ce soit peut-être l'équipe qui matche le mieux avec Dallas. Euh, bon, on n'empêchera jamais Luka et Kyrie de faire leurs points. Mais bon, déjà défensivement, ils ont des guards vraiment costauds. Que ce soit Shai, Jalen ou même Dort
qui je pense, j'aimerais bien voir Dort sur Luka. Je pense qu'il a Ah le, bah oui, ça c'est sûr qu'avec ouais, il a le, avec les défenseurs qu'ils ont, c'est bon, t'en as un, t'arrives enfin à le passer, t'es saoulé parce que t'as volé le deuxième carry, hein. Dort est plutôt bien taillé, je pense, pour ce genre de match-up. Et puis bon, là, c'est un role player que dont tu peux entre guillemets te passer un peu en taxe si jamais il est pas dans un bon jour parce qu'il se donne trop en défense. Le problème avec Dallas, c'est qu'il, enfin, évidemment, il y a une utilisation des role players, Gafford, Derrick Jones Jr. Mais pas toujours peur de se dire que c'est une saison un peu en transition et que c'est un two-man show, quoi. Et ah, c'est très Après, complet au KC quand même. quand tu vois d'où il partait, Dallas, franchement, un bon boulot de kid cette saison. Moi qui l'aime pas comme coach, faut que je la reconnaisse. Prolongation d'ailleurs qui est tombée. Et ouais, ça c'est moins cool, mais bon, c'est que mon avis. Mais non, non, il y a eu bon boulot, c'est bien ajusté, c'était bien. Et moi, ça me donne envie pour les saisons prochaines. Tu vois. S'ils Oui, ont il y a des réussi à rattraper pas mal avec la draft et la free agency, il y a moyen qu'ils règlent les problèmes structurels plus vite que ce qu'on aurait cru. non mais il y a des bons motifs d'espoir, hein. Pour une saison de transition, voilà, c'est une excellente saison, hein. Ils ont pas mal bougé les pièces qu'il fallait, ils ont un peu retiré les joueurs qui servent à rien. T'as du Derek Lively qui va grandir au fur et à mesure. Moi j'ai déjà dit, j'adore PJ Ouais. Washington. Les Derrick Jones Jr. c'est toujours des bons role-players. Il y a une bonne base, hein. Il y a clairement une bonne base. J'aimerais bien moi une année de transition comme ça à Chicago. Ah, ouais, Je signe ben, dès demain, hein. après, ils partent avec un gros franchise player, hein, quand même, hein. Ça aide, hein, pour faire des transitions comme ça. Ah, c'est sûr que Kairi Lucas, c'est pas Demar. Pourtant, j'ai un grand respect pour Demar. Zach, quoi. Ouais. Hmm, En vrai, ils ont... par contre, cela dit, Dallas c'est plutôt bien, je pense, pour faire chier Chet. Je trouve que la combinaison, par contre, de Gafford Lively, c'est très très casse-couille parce que c'est des centres très rapides, quoi. Là où au premier tour, les Pels, Valanciunas comme d'hab, il a pas beaucoup joué parce que il bouge pas. Et l'Arenas Junior, j'adore, mais voilà, c'est plus possible, je pense, en 2024. Là, pour le coup, ça joue, hein, Lively, Gafford, hein. Ça va faire chier Chet, hein. Ça va mettre du physique déjà, surtout pour Gafford. Et ça va tenir le cardio, quoi. C'est des mecs qui bougent très, 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 très bien. C'est un mec qui bouge très très bien. Ouais, 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 ouais. non, là-dessus, je suis d'accord aussi. Mais pour moi, l'écart, comment dire, Ah, c'est derrière les deux gros, ce que quoi. va faire chier le front de courte de Dallas, ce qui va faire chier le front de courte de KC, sera moindre ce que le backcourt de KC, je le vois infliger au backcourt de Dallas. Moi, j'ai un peu peur avec tout. Sachant que pour moi, Doncic rentre dans le backcourt, hein, donc faut Ouais. démerder avec cette info. Je pense Moi, je qu'à. suis dubitatif sur la différence de. Je suis désolé, Sativa, Ouais, ouais, vas-y, vas-y, je vas-y. fais, je fais rapidement. Je suis dubitatif sur vraiment la différence de supporting cast derrière Kyrie et Luka, disons, par rapport à celle d'OKC, Ouais. que je n'ai pas vu, comment dire, en playoff, je n'en ai pas la certitude. Notamment, tu en parlais, Chet face à Gafford. Ouais. Aujourd'hui, ou Gafford Lively notamment, aujourd'hui, si je veux gagner une série de playoffs, je prends la paire de Dallas. Non, je comprends, ouais. Je comprends. Il n'y a pas. Il y a pas plus de certitude derrière le duo de Casey que celui de Dallas. En vrai, je suis d'accord. Oui, bah, de toute manière, c'est leur premier playoff, les premiers playoffs de KC depuis je sais pas combien de temps, Oui, donc mais même c'est en. pas déconnant, Oui, hein. mais même en. Après, t'es obligé de faire un guess. Oui, mais même en qualité. Sinon, bah, ils ont plus d'expérience, on va les mettre eux. Oui, mais c'est pas. Mais oui, je comprends ce que veut dire Pop, c'est moi qui réduis un peu, là. Oui, mais c'est pas. Je pense que c'est pas sur ce plan-là. C'est même sur le juste la qualité, la capacité à mettre des points. En fait, la différence n'est pas si marquée que ça, hein, derrière, hein. Parce qu'à partir du moment où je suis d'accord que Ched va avoir quand même quelques difficultés. En fait, c'est la clé, quoi. S'il a des difficultés, en fait, le supporting cast derrière est plus ou moins similaire parce que Guidi, Dort, Wiggins, Isaiah Joe, enfin, c'est pas des mecs qui scorent beaucoup non plus, quoi. Enfin, ça a rien de plus que les PG Washington, les Derrick Jones Jr., etc. Et en fait, c'est si Chet parvient si ok, ça arrive à mettre Chet en situation où il met sa petite 16-17 points par match sans problème, là ça va être chiant pour Dallas, mais s'ils arrivent à le limiter à 12 points
avec des pourcentages pas terribles, bah c'est PJ Washington quoi. C'est pas extraordinaire, Ouais. sachant que le duo de Dallas score plus que le duo numéro 1 d'OKC aussi, hein, donc il y a un petit gap aussi Ah, déjà. ça, il y aura 15 points d'écart, a priori, quand même. Ouais, ouais 10 je dirais, mais ouais dix c'est, quinze oui, voilà, on est là, on est dans ces eaux-là. il y a un gap Et, quoi, donc et, ouais. Et je, puis, il y a. ouais. Comment dire, moi, je trouve que. Bon, je suis d'accord, je l'ai pas rappelé. Je suis d'accord sur le fait que Casey, défensivement, match plutôt bien avec Dallas. Bah, toujours est-il que les équipes qui restent à l'ouest matchent plutôt bien avec Dallas. Ouais. Hormis peut-être Denver, qui est sans doute celle qui a, à l'inverse, le plus de certitude. Mais en même temps, je trouve que la réciproque est vraie aussi. Et que Derrick Jones Jr., par exemple, sur Shai, c'est plutôt cohérent. Hmm. Et puis G. Washington sur peut-être Jalen Williams, je sais pas exactement comment ça va être fait, c'est plutôt cohérent aussi qu'il y a des bons défenseurs sur le genre de profil qu'OKC propose. Et que, ouais, je pense que, ouais, voilà. Comme je disais, la réciproque est vraie. Et vraiment, même si Shai est globalement le type de joueur qui ne souffre pas vraiment d'un Ah, c'est ce que primary je veux dire. défenseur très fort. Derrick Jones, je l'ai vu jouer pendant quelques temps chez nous à Chicago. J'adore ce gamin, hein. Il se défonce, mais clairement, il va peut-être arrêter sur un match, mais pas sur la série. Bah après, la Ça... différence, c'est ça a toujours été un très bon défenseur. Sur les extérieurs, du moins, il a longtemps joué Oui, 4 non, où il est incapable de def. Mais par contre, maintenant qu'il a le meilleur joueur de alley-oop de la ligue, bah, son utilisation offensive est justifiée. Alors qu'à Chicago, notamment, bon, t'as eu, je sais pas s'il a joué avec Lonzo Ball, je pense pas qu'il ait plus de 10 matchs avec Lonzo, en tout cas. Ça, c'est vrai que les timings me sont pas en tête. Mais avec Demar DeRozan et Kobe White en porteur de balle, et Zach LaVine, je comprends qu'un cutters only ait du mal à exister en attaque, avec des gros crocos. oui, non, moi je parlais vraiment, là je parlais vraiment d'un point de vue défensif où je l'aime bien, mais pour moi pas c'est un bon défenseur, mais c'est pas une star en défense, alors que Shea c'est une star d'un point de vue offensif. Ah, Ça, ouais, ouais, ouais. je schématise, mais je pense que tu vois ce Ah, que mais je je veux dire. comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça, c'est un peu un biais que tu as peut-être en tant que fan des Bulls, parce que chez vous, il a été utilisé notamment sur des 3-4. Alors que moi, je trouve que là où il défend vraiment fort, et on l'a vu un peu à Miami, pas longtemps, Ouais. mais j'en parlais justement avec D-Wade qui suit bien le hit au moment où il est allé à Chicago, justement, c'est que sur les postes 1, 2, 3, rapides et petits, c'est très très solide. Ouais, parce qu'il tient, il tient latéralement et il est long, purée. Il Mm, gêne, il exact. est très gênant. Ah, mais ça, y a pas de souci. Mais après, question longueur, il a du répondant aussi, tu vois. La Oui, question oui, vitesse aussi. mais je veux dire, même s'il est sur Jalen C'est, Williams, euh, par exemple, bah voilà, oui, voilà. c'est Oui, présent dans. sur Jalen Williams, là, je suis déjà plus d'accord. C'est vraiment, en fait, je vois pas Shea se faire arrêter Mais je pense que, Bien sûr. malgré tout le respect que j'ai pour lui, tu vois. bah, je pense que C'est pour moi, il faut personne vraiment dit un ça, gros, hein. gros défenseur. Bah, de toute façon, Oui, personne dit ça, hein. C'est de la même façon que Shea et Jalen vont pas arrêter Luka et Kyrie, quoi. Mais c'est une question de limitation potentielle, de faire chier, de faire suer le joueur pour qu'il obtienne ses points, quoi. C'est. bah oui, mais justement, moi, c'est ça mon point. Shea va moins suer que Luka. Bah, Pourtant, Luka est encore plus fort, au moins que Shea, mais moi, je suis mitigé faut voir la gueule de ce qu'on va lui envoyer, quoi. parce que Lucas peut faire à Shea justement 3 fautes en une mi-temps. Je pense que c'est un top 3 des joueurs qui provoquent le plus de fautes en Ouais. NBA. Alors que Shea, justement, oui, il provoque beaucoup de fautes. Mais le truc, c'est que si tu as Derrick Jones Jr., bah, tu as la possibilité d'avoir un mec qui peut donner ses fautes sans trop de problèmes. Alors que Shea doit absolument se préserver Ouais, pour l'autre côté du ok. terrain. Dans ce sens-là, par contre, oui, je suis d'accord. Mais après, si je suis Denio, je, je lui demande de défendre en extrême limite, enfin en extrême limite. C'est d'abord on envoie Dort par exemple, puis Jalen, puis seulement c'est lui qui y va. Alors je schématise encore une fois, c'est pas aussi simple le basket, mais c'est tu vois essayer de le cacher par les rotations et pour que il soit pas ciblé, qu'il se retrouve pas avec plein de fautes parce qu'on a besoin de lui côté offensif aussi. Bah écoutez, mouillez-vous qui passe.
Ok, si 4-2 ou 4-3, j'hésite. Allez, on va dire 4-2 4-3. Dallas pour moi. Allez. Ok. Bon, pour Euh, nous deux à la maison alors. T'as fini à la maison. ouais. Euh, donc Doc avait mis OKC en... Ouais, peut-être il avait dit ça pourrait aller en 7. OKC en 7 pour moi. OKC en 7. Je mets une petite réserve sur la santé physique de Luka. Je vous propose de passer donc du coup à la dernière série, celle qui a déjà un match de jouer puisque c'est les Wolves contre les Nuggets. Denver qui a éliminé en 5 matchs les Lakers au premier tour. Une série compliquée où franchement Los Angeles aurait clairement pu emmener cette série en 6 ou en 7. On a quand même voilà, un choc monumental au Game 2 et qui a mené un buzzer de Jamal Murray qui a de nouveau délivré un buzzer au Game 5. Il adore vraiment jouer contre les Lakers. Mais voilà, une série vraiment compliquée. Et de l'autre côté, les Wolves ont étrié les Suns à mon plus grand plaisir. Ils ont absolument démoli cette équipe de Phoenix. Et du coup, on a déjà joué le premier match. Donc je rappelle que c'est Denver qui a l'avantage du terrain initialement, puisque c'est le site 2. Et les Wolves l'ont emporté avec un Edwards absolument phénoménal qui plante 43 pions. Ils continuent dans l'entreprise de démolition. Ouais, voilà, c'est clairement dans la lancée du premier tour où il avait déjà été très 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 bon contre les Suns, mais là il a livré un Game 1 spectaculaire. Et en fait, un gros impact des role-players. Towns, franchement, fait des super playoffs. Dans son rôle, il fait des super playoffs. Nasrid aussi. Nasri en sixième homme, ça a été un peu. Il était beaucoup moins utilisé dans la série contre les Suns et je me souviens qu'on en avait parlé avec Pop et j'avais dit Nasrid serait la clé et à la fin j'étais arrivé à la conclusion où j'étais d'accord avec Pop que il allait peut-être pas jouer tant que ça parce que c'était pas le bon match-up et effectivement il a pas beaucoup joué, c'est surtout Alexander Walker qui Au a match pris 4. c'est surtout Alexander Walker qui a pris de la place en fait dans cet effectif. Non mais match 4 il joue quasiment pas, hein. Euh, et Oui, mais c'est ce match 4 qui met plein de points, Nasrid, de non, mémoire. non, non, non. Non? Mais je confonds avec un autre match. Bah, Il me semblait qu'il mettait. Il y a un match où il mettait 15-16 points. Il y a un match où il met 16 points en deuxième mi-temps, ouais. J'ai oublié lequel, mais où il est nul en première mi-temps. c'est Denver. Justement, Ah oui, T'es sûr exact, que c'est Denver? n'importe quoi. Ah oui, oui, Je me c'est disais, Denver. Contre Phoenix. je me disais, ça fait pas Ouais, longtemps que je l'ai vu, mais en effet, ça fait pas longtemps. c'est contre Phoenix. Ce que j'allais dire justement, parce que bon, rien me coupe toutes les 2 secondes. J'allais dire justement que contre Phoenix, et d'ailleurs, Rudy Gobert ou je sais plus comment c'est sorti, mais Rudy Gobert avait partagé. L'anecdote avait été partagée en tout cas que c'est Gobert justement dans le troisième carton qui dit à Nasrid en gros frérot t'es trop fort, vas-y c'est bon, arrête de réfléchir, et il a fait une superbe seconde mi-temps dans ce Game 1. Et voilà, donc du coup il a beaucoup moins joué voilà, contre Phoenix et il a déjà un rôle beaucoup plus important contre Denver qui, bon voilà, c'est logique, hein, c'est un peu plus taillé quand même au niveau des joueurs en face. Et voilà, donc Denver qui prend l'avantage du terrain, qui montre des défaillances. Je, je pointerais peut-être le banc en fait qui est beaucoup 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 plus faible que l'an dernier et qui est peut-être un très gros problème quoi. Il y a un peu de ça. Ils ont un titulaire en moins en soi, hein, par rapport à l'an dernier. Et déjà l'an dernier, les Wolves, ils avaient bien fait chier. Ouais, ils avaient été très chauds l'an dernier, hein. Ils avaient dit, ça se voit pas forcément au score, mais c'est vraiment ceux qui ont le plus cassé les burnes. Après, Par contre, après, ils sont t'as dit pas. un titulaire en moins? Ou j'ai mal Euh, entendu? mais il était pas titulaire, hein. Putain, j'ai plus son nom. Brown? Brown, voilà, merci. Ah non, c'est sixième homme. Non, il avait un gros temps de jeu, mais ouais, Il avait un c'est autant un de peu jeu, mais limite. c'est un sixième homme. Mais oui, oui, c'est une perte, c'est une grosse perte. Ah, tu vois, dans ma tête, il commençait les matchs. Mais, Non, non, le 5 a pas changé. Mais oui, par contre, gros temps de jeu. Vas-y, continue. euh, donc, je me demande aussi dans quelle mesure le fait que les Lakers étaient faibles, on va dire. Enfin, suffisamment faibles pour que tu puisses faire des gros matchs de traînard à chaque fois. Laisser 15-20 points aux Lakers et puis toujours revenir. À quel point ça les a pas mis dans une mauvaise habitude, on va dire.
Tu vas dire, ah, c'est bon, on va réussir à revenir. Sauf que c'est les Wolves, tu leur laisses pas des points d'avance, quoi. Enfin, tout du moins les Wolves de cette saison. Ouais, je pense que les Lakers ont juste été, pour parler brièvement, je pense que mentalement, en fait, ils sont juste dominés par Denver, quoi. Je pense que mentalement, les mecs plongent contre cette équipe, ils y arrivent pas. Pop, toi, qu'est-ce que t'en penses au niveau de tout ça? Bah moi, ouais, j'ai plus regardé les Lakers que Denver et Phoenix, que Minnesota et Phoenix. Euh, Pas très très enthousiaste sur le niveau de Denver, Ouais, malgré le résultat comptable, parce que je trouve ces Lakers plutôt faibles, à mon grand étonnement. Je les ai trouvés sur un playoff en tout cas plutôt faibles, et j'ai pas trouvé loin de là Denver souverain. En fait, je les ai même trouvés, enfin, ils ont été, j'ai l'impression que c'est la même série que l'an dernier. Ils ont été bons dans les moments qui comptent, mais ils ont eu souvent, et ça s'est vu dans ce Game 1 d'ailleurs, des retards à l'allumage un peu, comment dire, inquiétants, je pense. Franchement, le niveau n'est pas constant. Et ouais, enfin, le banc est cataclysmique, hein. Bon, ça se voit pas trop contre les Lakers qui ont, je pense, le pire banc de ces ouais, playoffs. Parce que, ouais, enfin, bah, j'ai vu le nombre de réactions qui fustigeaient Darvin Ham. Bon, d'ailleurs, c'est là que je me rends compte que c'est un peu inquiétant comment on évalue les coachs en NBA, mais enfin tout de même, qui fustigeait Darvin Ham sur le temps de jeu de Hachimura, le temps de jeu de Reed, de Dilo parfois. Tu fais, bon, certes, mais enfin, quelle solution? ouais. Bon, Denver, c'est un peu à part peut-être Brown qui est un peu supérieur, Reggie Jackson qui est assez. Enfin voilà, on est sur des joueurs qui devraient être des fins de rotation et qui en sont les premières. Ça, c'est inquiétant, c'est extrêmement inquiétant contre Minnesota qui a un banc plutôt cohérent. Euh, Alors, j'élargis la question largement ou bien plus loin que le sujet des playoffs, mais est-ce que ça, c'est pas aussi un des premiers effets des équipes qui se préparent au nouveau CBA et donc on évite de lâcher 25 millions pour des remplaçants Je- et c'est donc certain, ouais. tu te retrouves avec un banc hyper Ouais, faible à Denver. je pense que c'est clairement ça, et aussi parce que en vrai, objectivement, dans tous les cas, Denver probablement, ça a pas l'air d'être le genre d'équipe ni de Downer, à mon avis, à lâcher autant d'argent en plus pour, enfin, de dépasser la taxe à ce point-là, etc. Donc, genre Brown, en vrai, je pense, vu le contrat qu'il a chopé, dans tous les cas, il partait, tu vois. Franchement, Peut-être c'est, pas Green ouais, peut-être Oui, pas oui, Green oui. par contre. Je suis d'accord. Je parle pas juste du cas de Brown, hein. Je parle vraiment plus globalement en Ouais, fait. ouais, ça joue. Non, non, mais si, clairement, ça joue. Faut qu'on baisse la voilure parce qu'on va se flinguer la gueule par le nouveau Si, CBA. si, clairement, Ah, ça mais c'est joue. sûr, hein. C'est sûr que ça joue. Moi, C'est sûr, c'est sûr. moi, ce qui m'inquiète en prime avec Denver, c'est que ils font tout ça avec peut-être là les 6 meilleurs matchs de Michael Porter Jr. D'affilée, quoi. Parce que moi là j'ai vu un joueur qui ratait pas un shoot, hein. Ouais, ouais, et Et, puis Gordon très fort aussi, ouais, c'est clair. et franchement, voir Denver être en difficulté alors que Jamal Murray met deux game winners, que Michael Porter Jr. ne loupe pas un tir, que Jokic joue toujours à un niveau voilà, phénoménal, hein. Euh, Jokic being Jokic, tu vois. Voilà, mais c'est pas très rassurant. En fait, pour Jamal Murray, même s'il met deux game winners, on va dire qu'il fait pas des playoffs extraordinaires. Mais bon, voilà, ouais, il met quand même de gros tirs. Ouais, ça fait peur, je trouve, pour Denver. Et sincèrement, je pense qu'avant le game 1, déjà, moi clairement, je pense que Minnesota passe, hein. Et je pense qu'avant le game 1, déjà, ça aurait été mon prono. Parce que, alors certes, les Lakers sont équipe un peu chiante à jouer. Il y a quand même un duo voilà, qui est extraordinaire, et Anthony Davis a fait une série extraordinaire, quoi. Mais ça c'est resté le Dilo des playoffs qui est pitoyable. C'est resté l'équipe qui a un banc, mais putain, mais je pense qu'on n'a jamais vu ça. C'était une catastrophe absolue en sortie de banc. Et je crois qu'ils ont fait des matchs à 2 points, je crois. Franchement, les voir trimer, c'est vraiment pas rassurant, sachant que, voilà, encore une fois, les Wolves, ils ont sweep Phoenix. Alors, j'avais pas de gros espoir en Phoenix, mais d'une, c'était pas le cas de tout le monde. Déjà, dans ce podcast, c'était pas le cas de tout le monde. Donc, ça prouve bien que c'était pas non plus une série une série qui était censée être aussi simple. Et voilà, c'est une belle équipe quand même, les Suns sur le papier, malgré tout. C'est pas en playoff pour rien. Et ils les ont détruits. Vraiment détruits. C'est la manière, en fait, qui fait peur, quoi. C'est vraiment la manière. Ouais, ouais, et puis
dis ouais, la réflexion de Réa sur les contrats, elle ouvre un peu à la réflexion, je pense, sur un peu le poncif qu'on sert régulièrement, dont on en a parlé d'ailleurs pour OKC, sur les équipes jeunes. En fait, ces équipes jeunes, souvent, elles ont une star sous contrat rookie, sinon elles n'en seraient pas là, en étant des équipes jeunes. Mm. Et du coup, elles ont la possibilité d'avoir quelques mecs payés dans des salaires intermédiaires à 13-15, d'en avoir deux trois. Alors que bon, Denver a Caldwell Pope et c'est tout. Si je dis pas de bêtises, il y a Gordon aussi. Gordon, Mais ouais. enfin, là, il y a Gobert qui a un montant énorme, il y a Towns qui a un montant énorme, il y a Slomo, Nasrid, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont à des contrats intermédiaires. Et c'est permis ça par. D'ailleurs, je vais même pas citer Conley, bon, bref. Et c'est permis ça par Edwards. Et je trouve que ça rebalance un peu, rebat un peu les cartes sur l'équilibre de la NBA, ce qui est pas plus mal, je pense. Ouais. Et ouais, il y a un vrai choix à faire entre une death importante et un 5 comme la Denver, qui est sans doute le meilleur 5 de la ligue avec Boston. Ouais. Bah, en plus, Minnesota était dans un all-in assumé cet été. Bah, ils ont double down, comme on dit, sur le transfert de Rudy. Et cet été, déjà, ça commençait à rigoler fort, à dire qu'ils faisaient n'importe quoi, hein. Parce qu'on sait tous que l'année prochaine, enfin, je veux dire, cet été, cet effectif ne peut pas tenir. Enfin, ça va être très compliqué, en tout cas. Parce que là, Ben, va t'as. falloir faire des choix. Va Parce que. falloir Bah ouais, soit tu casses tout, soit tu dégages Towns, non, mais soit tu dégages Rudy, mais c'est cher payé. tu casses jamais tout, mais il y a un mec qui risque de sauter parce que. Enfin, quand je dis un mec, enfin, c'est Towns ou Gobert, quoi. En gros, et même probablement Towns, parce que. Bah, financièrement, bah, en fait, ils vont se retrouver dans la situation de Denver, mais en pire, parce qu'ils ils ont des salaires beaucoup plus élevés, en fait. Ouais, et puis tu as marché sans lui. Donc peut-être que ça donne déjà et Ouais. que Reed peut être une fin. À Et puis moins de mesure, pas voilà, aussi. tu peux peut-être en renforçant un autre endroit du terrain compenser, comme tu dis, avec Nasrid. Mais, Ouais, mais en vrai, tu peux compenser, même sans Ben Nasrid, hein, quand ils ont fait jouer Alexander Walker, franchement, dans le 5, c'était bien, hein. Oui, aussi. C'était bien, ouais, même. mais bon, lui, pareil. Bon, je suis pas tout à fait au fait des détails contractuels qui le concernent, mais la prochaine fois qu'il sera agent libre, il prendra un tarif qui sera immatchable pour un contender, hein. Ouais, c'est dans deux, ils ont plus C'est qu'une trop un saison après. profil de mec à 25 millions sur 3 ans, quoi. Ouais, non, c'est. Mais bon, voilà, ils ont fait le choix de rien casser cet essai en se disant on s'en bat les couilles, on re-signe même nos joueurs et Asie, on repart. Et bah, pour l'instant, c'est un pari qui a l'air d'être gagnant. Bah, de toute façon, c'est déjà une belle réussite leur saison. Mais les choix arrivent vite et même si les Wolves par exemple sont champions cette année, bah ouais, cet été il y a des choix qui vont être faits. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les Cavs sont dans la même situation. Il y a pas mal d'équipes qui vont arriver dans ces situations où il y a des choix qui vont être faits. Et là après, si on sort un peu du débat, mais si on va même long terme, bah ça peut restructurer un peu la distribution des contrats, dans le sens où on verrait peut-être moins de Ah, joueurs au max, quoi. je Euh, demande pas mieux. je sais que t'en Parce que le rêves, nombre de joueurs qui ne méritent pas leur contrat. je sais que t'en rêves, mais je trouve que c'est pas improbable que sur la très longue durée, dans 5-10 ans, bah, on constate que on voit peut-être. Aujourd'hui, on va dire qu'on a des effectifs souvent avec 3 max, mais bon, des max différents, hein, max rookie, max vétéran, voilà, mais il y a toujours trop. Dans les gros contenders, on trouve Mais souvent voilà, 3 pour max, moi, pour moi, il devrait y en avoir deux au max, et sauf cas très particulier comme Portland dans les années 2000 ou voilà, c'est possible. puisqu'on en parlait il y a 2 jours, je crois, Ouais, ensemble. ouais, ouais, on en parlait il y a 2 jours, donc voilà, donc c'est possible qu'on tire sur peut-être 2 max à l'avenir dans les effectifs. Euh, À voir. et après, je trouve que quand tu regardes le payroll, c'est pas le pire, je trouve, le payroll de Minnesota. Parce que si tu arrives à dégager Towns, Ouais, mais c'est déjà un ben, t'es pas si gros. mal. Ouais, mais bon, 49 millions à dégager, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Donc, c'est pas une garantie que tu Oui, trouves. oui, oui, tu récupéreras pas aussi fort, mais Bah, même pas, c'est tu. c'est Est-ce que. le joueur le plus inutile en soi et il y a moyen de structurer un peu différemment le problème. Mais après, ils ont sans doute quand même eu raison de dire bah, on s'en fout, on insiste, c'est c'est ça qu'on veut faire, c'est on veut laisser la chance à ce groupe. Mais Après, il y a un monde où ils s'en battent les couilles et c'est ils gardent tout le monde l'an ah, prochain et ils signent que des mini, hein. c'est possible, oui, enfin je vois pas Conley prendre un mini après, mais.
Ah, ça. Je force le trait, hein, bien sûr, Ah mais non, non, mais je suis d'accord, hein, mais bon. Enfin, après, il si. faut voir. Je sais pas combien ils peuvent se permettre après. Parce qu'en plus, le. Enfin, il y a les Timberwolves, là, ils ont changé d'ownership, là, il y a pas très longtemps. Enfin, ça, je crois que c'est pas loin d'être officiel, là, que Glenn Taylor, il cède. Il cède vraiment officiellement une grosse partie des parts, là. Je sais plus. Oh, Mais ça fait quelque temps, ça déjà, que c'est. ouais, ouais, mais ça avait pas encore été ancré sur papier officiel avant. C'est ressorti il y a un mois, je crois, ou 15 jours, je sais plus. Il y avait eu un truc. Parce qu'ils avaient eu. En fait, ils avaient eu un accord avec Alex Rodriguez, notamment, joueur de baseball, et je sais plus Ouais. qui. Et mais l'accord, en fait, entre le moment où il y a eu l'accord et le moment où c'est bon, c'est sur papier, bah, il y a eu genre 3 ans. Donc, Bah, après, c'est je pour sais toujours plus. du temps, hein, ce truc-là. Voilà, Donc, c'est très long. Je crois que c'est vraiment tombé officiel il y a peut-être un mois. Donc parce que, ça va dépendre de que vont décider également parce que les les owners parce que Glenn Taylor garde des pourcents, hein, donc ça va être trois owners et tout. C'est un peu compliqué. Ça dépend de ce qu'ils vont vouloir au niveau de la luxury tax aussi de leur côté, quoi. après, ça dépend aussi de quelle part ils gardent. C'est selon le nombre de parts qu'ils Il est majoritaire, gardent, il me semble. il serait majoritaire quand même. Je crois que c'est Donc, oui. je crois que c'est 60-40, sachant que comme ils sont deux, c'est genre 60-20-20 en fait entre guillemets. Je crois. Mais je crois que Oui, non, parce qu'après, tu vois, ça aurait pu être 40-30-30, et dans ces cas-là, c'est qui garde le pouvoir, s'il garde le pouvoir, qui est une minorité de blocage, mais c'est compliqué parce que tout dépend de ta structure d'actionnaire après. parce que je crois que comme en plus Glenn Taylor en fait enfin je crois qu'à terme il va céder je crois petit à petit le reste des parts, hein, donc enfin c'est un peu un foutoir donc mais ça joue beaucoup parce que ben c'est eux qui filent le pognon quoi donc voilà bon on va revenir un peu plus dans le concret. C'est un sujet intéressant pour une autre fois. Euh, donc voilà, le Game 1, voilà, Minnesota qui est passé très vite devant. Maintenant, est-ce que Anthony Edwards peut garder ce niveau quand même sur une série? Oui, non, ça paraît peut-être ça paraît peut-être un peu compliqué. Euh, J'avoue que, en plus, Jaden McDaniels, putain, si c'est tellement un putain de défenseur, Jaden McDaniels, je le kiffe tellement. Tu perds ça avec Alexander Walker tu mets ça sur Murray et Porter Jr. et t'as un duo défensif qui est vraiment casse-couille, putain. Euh, Je vois pas je les vois pas perdre vraiment. Avec tout le respect que j'ai pour Denver. Après, est-ce qu'il va regarder ce niveau? Regardant les 5 derniers matchs, probablement. Ouais, C'est pas comme si c'était de Pierre. Le mec qui commence les playoffs par un 33-9, un 33-9-6. Voilà. Au match 2 il fait de la merde, entre guillemets, en mettant que 15 points. Mais alors, depuis 36-9-5, 49-6, 43-7-3. ah, Ouais, il y a moyen qu'il continue à faire du sale. j'adore ce joueur, bordel. Ah bon, j'adore ce mec, putain. C'est... Enfin, disons que l'an dernier, mais j'avais pas compris. Je trouvais qu'il ouvrait un peu trop la bouche sur certains trucs. Mais il m'a bien fait fermer ma gueule cette année. Donc, est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut maintenir son niveau? J'y crois fort. Est-ce que Minnesota peut maintenir son niveau? J'y crois fort aussi. Maintenant, reste à voir. Évidemment, le banc est nul côté Denver, mais peut-être que Gordon va se réveiller un petit peu quand même. Alors lui, il est pas sur le banc, il est en 5 majeurs, je sais bien. Mais peut-être qu'on va avoir aussi le Jamal Murray, le playoff Jamal Murray. Et ça rééquilibrera. Néanmoins, parce que peut-être aussi parce que j'ai envie que pour une fois Gobert aille loin, je vais quand même jouer Minnesota. Pour moi, ça va être serré dans tous les cas, par contre. Bah vas-y, écoute, je t'en prie, on peut passer au petit prono quoi, donc Mais, dis-moi ouais, donc. 4-3 à Minnesota. Ok, pour toi Pop. En fait, c'était très très Denver. Plus je réfléchis, plus le choix de la raison semble être Minnesota. Mais bon, par affection pour Denver, je vais laisser ça. Je vais laisser Denver 4-3. Ok. Doc est parti sur Minnesota. Et moi, comme j'ai dit déjà avant le début de la série, ça aurait été mon prono mini. Et le match 1 renforce mon choix de voir Minnesota passer franchement, en 5 ou en 6. Genre, en 5 ça me choquerait même pas. Peut-être très ambitieux, mais Ok. voilà.
Ce qui nous donne des finales de conférence totalement à l'opposé d'ailleurs, Pop. Euh, Puisqu'ici nous avons Minnesota OKC contre Mavs Nuggets. Minnesota OKC, ça ferait vraiment passation de pouvoir envers les jeunes. Ce serait beau. Ouais, mais dans tous les cas, c'est ça qui est cool. C'est autant à l'Est, tu te dirais une finale de conférence, Bon, Cavs, Pacers, ce serait pas fou. on se fait chier à l'Est, Autant, hein. autant là, ça peut être aussi bien OKC Nuggets, OKC Wolves, Mavs Nuggets, Mavs Wolves. Tu te dis, putain, ça va envoyer. Ouais. Non, franchement, ouais. Y a vraiment des putains de séries en perspective. Bon, il y a que la NBA qui fait un peu la gueule parce qu'à l'Ouest, il n'y a pas une équipe bankable quasiment, à part peut-être Dallas. Mais les trois autres sont tellement pas C'est vrai. bankable que. Voilà. C'est vrai qu'ils nous emmerdent pas. À l'Est, ils ont déjà leur classique, ils ont déjà leur Nick Spacer. Ah, ouais, et je pense Hein. ah bah ils en rêvent hein, de Knicks Boston, ils en rêvent aussi, hein. Au moins ils sont sûrs d'avoir un gros marché en finale, c'est bingo, hein. C'est- Je- bon, Parce que bon, je peux te dire que tu m'étonnes. Denver OKC Wolves, ça fait pas rêver les Américains, hein. Ah, ça. Je sais même pas s'il ferait le plus plaisir à l'NBA. Si les Knicks et Boston étaient du même niveau, ce qui n'est pas le cas, mais on va dire ça. Je sais pas s'ils préféreraient pas les Knicks juste pour. Parce que Madison Square Garden en fusion, Je pense que les ça serait des super images. je pense que la NBA rêve d'avoir Anthony Edwards en finale. Je pense que là le marketing Edwards est lancé. On a le Edwards next. reste et tout. Je sais pas, moi, on m'a toujours dit l'NBA elle rêve que de Celtic Lakers en Ouais, finale. mais là on a le next Jordan. Donc le marketing est lancé là les gars. Parce qu'Edwards il est partout, hein. Ouais, enfin Ouais, ouais. télé là il est partout, hein. Franchement, face à ouais, Edward Tatum, ça fait vraiment duel de New Wave American Ouais, Born. ouais, mais des Américains en Franchement, plus, hein. c'est cool, ouais. C'est vrai. Ah, je pense Ouais, ils sont chauds. tu vois, Tatum, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Je sais qu'il est jeune, hein, mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est la New Wave. Ouais, alors qu'il a l'âge de Shai, quoi, en fait. Bah ouais, Ouais, alors que ouais. Shai fait plus New Wave que. Tu vois, comme quoi? Bah c'est là c'est comme parce que le statut est nouveau. C'est parce que le statut est nouveau Oui. pour Shai. Enfin Ouais, bon voilà. Tatum, en fait, je pense qu'il win depuis ses. Enfin, Depuis il le a début. encore que 18 ans, mais on attend à ce qu'il win depuis 2019, quoi. Putain, le même Tatum encore 18 ans, putain. Très bon. Ouais, c'était un peu facile, mais bon. Ouais, mais c'est excellent. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Non, mais ça va, Tatum, il a que 19 ans, quoi. Vraiment, je sais pas d'où c'est né, mais j'arrive pas à pinpoint, on va dire, le début de ce truc, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Ben voilà, ben écoutez, on est sur une petite heure de podcast, d'émission. Donc, pour faire le tour de ces demi-finales de conf, promis pour peut-être les quelques mecs de Boston, on parlera forcément plus de votre franchise en finale de conf, sauf si vous vous chiez dessus. Ce dont je rêve, mais ce dont je ne crois pas vraiment. Et puis bah, d'ici là, bah, portez-vous bien tout le monde et on se retrouve pour les finales de conférence. Salut! Salut! Allez.